Vous êtes dirigeante ou dirigeant de TPE? Vous êtes intéressé par les enjeux et les défis des très petites entreprises? Vous souhaitez qu'on parle plus et mieux de ce que vous vivez au quotidien? Sortez de l'anonymat. Alors aujourd'hui, nous allons parler des stagiaires. Vous écoutez les podcasts Ma vie de patron, la chaîne des dirigeants de petites entreprises. En effet, toutes les entreprises sont sollicitées pour effectuer des stages. Et on peut dire qu'en ce moment, en France, ça devient un problème. Pour ma part, j'ai toujours considéré qu'en tant qu'entrepreneur, nous devions transmettre notre savoir-faire, nos compétences à des jeunes, voire à des personnes en reconversion professionnelle, parce que c'est la seule manière de voir et d'appréhender certains métiers. Il faut développer la découverte des entreprises et des métiers à travers des stages d'immersion, par exemple. Ça me semble absolument nécessaire et essentiel. Malheureusement, le nombre de places en stage, en tout cas dans les petites entreprises, est vraiment limité. Et pourtant, la demande, elle est croissante. En tout cas, à titre personnel, dans l'entreprise, c'est pas rare que j'ai 3, 4, 5 demandes de stage par semaine, ce qui est beaucoup, en fait, pour une petite boîte, parce que et on est toujours embêté de devoir dire non, ou dire que c'est pas possible, enfin voilà, alors que c'est des jeunes qui vont déposer 50 CV un peu partout pour trouver ces fameux stages, non rémunérés en plus, le plus souvent, mais malheureusement, le nombre de places n'est pas suffisant. Quels sont les problèmes qui surgissent avec ces demandes croissantes de stages? C'est que, d'une part, on a une acceptabilité par les salariés à consacrer du temps à des stagiaires qui est quand même difficile à avoir. C'est-à-dire que ça prend du temps, donc forcément, les salariés ont du mal à dire oui, on va prendre un stagiaire, et puis... évidemment, du point de vue du chef d'entreprise, en disant on va prendre un stagiaire et puis tu vas t'en occuper, c'est un peu facile, quoi. Et puis nos salariés nous disent ouais, mais tu comprends, tu nous demandes de nous occuper d'un stagiaire, mais en même temps il faut qu'on produise, voilà. Donc ça devient compliqué. Donc l'acceptation donc par les salariés de consacrer du temps est un des premiers problèmes. Et puis l'autre problème qui a surgi là depuis le Covid en tout cas, c'est le développement du télétravail et de la semaine de 4 jours, comme chez nous, ce qui rend assez difficile l'encadrement des stagiaires, parce qu'eux, ils sont restés à 5 jours. Donc le problème, c'est qu'on n'a plus les ressources pour pouvoir encadrer des stagiaires. Une semaine, par exemple, ça devient compliqué, à moins de demander à nos salariés de rester à l'entreprise plutôt qu'en télétravail. Et ça devient un souci. Alors, la question de la rémunération est aussi problématique, je pense. Autant, je pense qu'il ne faut pas faire travailler des stagiaires, il ne faut pas confier un travail d'un salarié à un stagiaire, c'est-à-dire qu'il faut pas... c'est de l'exploitation, quoi. Pour le coup, c'est de lui demander de faire un travail qui peut être assuré par un salarié. Cette rémunération qu'on appelle une gratification de stage, elle intervient après 10 semaines de stage, voilà, ce qui me semble assez raisonnable. Je n'ai pas spécialement réfléchi à partir de quel moment ça devenait obligatoire, ou ça devrait devenir obligatoire, cette forme de rémunération. C'est évident qu'on avait des tas d'abus autrefois où on prenait que des stagiaires pour faire le boulot, et puis on les rémunérait pas, ça coûtait rien, quoi. Sauf que, à mon avis, la qualité du travail devait s'en ressentir aussi, parce qu'on peut pas faire fonctionner une entreprise que sur des stagiaires. Et j'ai connu des entreprises qui faisaient qui fonctionnaient comme ça, qu'on ne nommera pas. Je pense que quand on est content du travail d'un stagiaire, moi je trouve que c'est pas gênant de verser une gratification, mais quand il est mal fait, mal fait, peut-être parce qu'il n'a pas encore tous les codes et le stagiaire ou la stagiaire n'a pas tous les codes pour produire un travail de qualité, et parce qu'on a passé du temps aussi à le former, ça me paraît pas complètement idiot, en tout cas en dessous de 10 semaines, de pas forcément le rémunérer. Ouais, pour autant, comme j'ai dit, quand on est content du travail d'un stagiaire, autant si on peut l'indemniser finalement, parce que c'est une forme d'indemnisation, au moins pour les déplacements, parce que forcément, des fois, il faut se déplacer jusqu'au lieu de travail, ça me semble intéressant.
Un autre aspect aussi finalement de cette recrutement de stagiaires un peu tout au long de l'année, c'est aussi finalement la reconnaissance de l'encadrement fait par l'État. C'est quand même assez paradoxal de voir que, par exemple, sur la taxe d'apprentissage, l'entreprise doit payer doit payer tous les ans, que cette taxe d'apprentissage, quand on a un stagiaire, elle était, il y a encore quelques années, c'était indemnisé à 14 euros par stagiaire pour une semaine. C'est monté à 36 euros quelques années après. Mais enfin, vous voyez l'écart en fait entre le temps qu'on va consacrer et ce que ça pourrait coûter en fait en valeur hein, de l'encadrement de ces stagiaires. Donc 36 euros, c'est ridicule quoi. Voilà, c'est vraiment pas encouragé en tout cas l'accueil de ces stagiaires en entreprise. Et en plus, quand on accueille un stagiaire d'une école, je parle d'une école de formation initiale, hein, une école soit des collégiens, soit des lycéens, par exemple, il faut aller vérifier si l'école elle est éligible à la taxe d'apprentissage. Parce que si elle n'est pas éligible à la taxe d'apprentissage, vous n'avez pas vos 36 euros ou vos 14 euros. Et donc, pour aller vérifier si, s'ils sont éligibles à la taxe d'apprentissage, il faut aller sur le site du ministère du Travail et télécharger un espèce de fichier Excel ou un gros fichier PDF où vous avez la liste de toutes les écoles de la France entière. Il faut que vous recherchiez dans ce fichier, ce méga fichier, l'école de votre stagiaire pour savoir si c'est éligible à la taxe d'apprentissage. Donc vous voyez que franchement, c'est pas fait pour pouvoir faciliter l'accueil des stagiaires des écoles d'enseignement général, voire professionnel d'ailleurs, mais d'enseignement général en entreprise. Et là, avec les nouvelles réformes sur les stages de seconde qui arrivent, on nous encourage, et je le comprends, c'est vraiment... je pense que c'est très bien de découvrir un métier à un moment donné. Je ne sais pas comment on va voir absorber tous ces stages, en tout cas pour les petites entreprises. Ça va devenir un problème. Ça va devenir un problème pour toutes les raisons que j'ai évoquées, parce que on n'a pas forcément, on n'a plus les moyens humains ni financiers. Enfin voilà, parce que finalement ça coûte un peu d'argent pour accueillir tous ces jeunes qui pourtant ont besoin d'être accueillis. Alors encore une fois, je pense que les stages, c'est un moment important pour se faire une idée d'un métier. C'est vrai que quand on est jeune, si on a 14, 15, 16, 17 ans, 18, peu importe, mais on ne se rend pas compte de ce que représente un métier, peu importe le métier, dans n'importe quel secteur d'activité, qu'il soit manuel, intellectuel ou autre, dans la culture, dans l'industrie, dans l'alimentaire, enfin peu importe. Enfin, c'est se rendre compte vraiment de ce que c'est, est-ce que ça va nous plaire, est-ce que c'est ça qu'on fait, est-ce qu'on est fait pour ça. C'est peut-être pas un stage d'une semaine qu'on arrive à évaluer ça, mais en tout cas de se rendre compte, d'aller dans plusieurs entreprises pour voir ça. Donc c'est absolument nécessaire de pouvoir faire cette expérience-là. Pour autant, des fois, ça m'est arrivé de dire à des stagiaires dans mon métier qu'ils n'étaient pas faits pour ça. C'est que ça m'est arrivé de dire à une stagiaire une fois, tu n'étais pas faite pour le graphisme, par exemple. Parce que ça implique des compétences un petit peu intrinsèques, quoi. On va dire ça comme ça, qu'elle n'avait pas. Alors peut-être que ça peut se travailler, et puis au bout de quelques années, elle allait pouvoir acquérir ces compétences-là. Mais bon, à l'âge qu'elle avait, ça me semblait difficile. Mais bon, voilà, après, c'est le jugement que j'avais par rapport à ce qu'elle avait produit. Mais bon, à la limite, même si ça lui permet de savoir ça, c'est peut-être pas agréable à entendre, mais en tout cas, voilà, ça permet de se tester sur un métier, puis de savoir si on est fait pour ça, si on va pouvoir progresser dedans, si on aime ça, tout simplement, parce que c'est tellement important. L'apprentissage est une autre forme alors c'est pas un stage, mais souvent considéré par mes collègues comme étant un stage. Finalement, c'est une solution intermédiaire, l'apprentissage, entre la formation et la présence en entreprise. Donc du coup, j'ai certains de mes collègues qui considèrent ça comme un stage, bien que les apprentis sont des salariés à part entière de l'entreprise. Mais en tout cas, là, sur la problématique d'aujourd'hui, c'est qu'on a une demande qui explose aussi. Donc, ça a un succès qui est lié aussi aux aides qui sont versées par l'État pour le recrutement des apprentis. Moi, je trouve ça très bien, parce que, alors, c'est pas le fait effectivement que ça coûte moins cher aux entreprises, mais ça permet effectivement d'avoir une solution intermédiaire pour pouvoir arriver à former quelqu'un
dans l'entreprise à un métier ou à des métiers qui vont intéresser les entreprises et puis de les pérenniser, quoi. Ça permet... Alors surtout dans les petites entreprises où les moyens sont quand même plus limités que dans des grandes entreprises, ça permet de recruter quand même des jeunes pour faire certaines tâches, même s'ils sont pas toujours présents dans l'entreprise, mais ça permet quand même de les former à nos métiers, et puis vraiment dans l'entreprise. Donc ça, c'est une bonne formule, j'espère qu'elle sera pérennisée. Il y a quand même des rumeurs qui commencent à arriver là, dans les médias, comme quoi le coût de l'apprentissage serait trop important. À mon avis, là, ça va être catastrophique, hein, si on réduit l'offre en tout cas les aides sur l'apprentissage, parce qu'il s'agit bien de ça, hein. C'est-à-dire ça coûte trop cher parce qu'on verse trop d'aides aux entreprises, mais sur les petites entreprises, à mon avis, elles sont nécessaires. Et puis plein de jeunes trouvent finalement des emplois en apprentissage dans les petites entreprises. Qu'on les limite dans les grandes entreprises, qu'on plus les moyens de recruter, ça me dérange pas. C'est qu'il faudrait mieux que ce soit quand même en fonction du chiffre d'affaires ou de la capacité de l'entreprise à accueillir des apprentis, justement, parce que souvent elles peuvent accueillir quand même peut-être des centaines d'entreprises, dans certaines grandes entreprises. Dans les petites, il ne faut pas supprimer ça, hein, parce que c'est vraiment essentiel et ça fait vivre toute une économie, hein, parce que les retombées, forcément, hein, même si les salaires des apprentis ne sont pas si énormes que ça, c'est quand même une forme de rémunération non négligeable. Donc en conclusion, je pense que les entrepreneurs ou les entrepreneuses doivent toujours continuer à former des stagiaires, parce que, comme j'ai dit, c'est nécessaire et essentiel pour eux, pour leur avenir, pour ce qu'ils veulent faire. Mais je pense que de l'autre côté, je pense qu'il faudrait que l'administration reconnaisse aussi un peu le temps qu'on y consacre, quoi. Que ce soit des stagiaires ou des apprentis. Parce que même dans le cas de l'apprentissage, le temps consacré à l'apprentissage n'est pas forcément hyper reconnu dans l'aide donnée aux entreprises, finalement. Les TPE représentent 1 million de dirigeants d'entreprises. Il était temps qu'on parle de ces femmes et de ces hommes qui produisent une partie non négligeable des richesses de ce pays. Je vous dis donc à bientôt pour d'autres podcasts sur les TPE.